Vous tous qui suivez la radio-télévision nationale congolaise, sachez que chaque 4 avril, le 4 avril de chaque année, l'humanité entière célèbre la journée internationale de sensibilisation à l'assistance à la lutte anti-mine. Pour cette année, cette journée est célébrée sous le thème sensibilisation aux risques des mines et restes explosifs de guerre pour sauver la population vivant dans les zones de conflits armés. Pour en parler, nous invitons dans ces studios M. Lisenja Tabin. Il va nous dire quelle responsabilité joue-t-il dans son organisation appelée Afrilam, et il va également nous présenter cette organisation. M. Lisenja Tabin, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes d'Afrilam. Quel est le rôle que vous jouez dans cette organisation et exactement vous nous présentez aussi cette organisation Afrilam? Ok, merci monsieur pour la parole accordée. Moi je m'appelle Tabel Lisenja Bahama. Donc, je suis le coordonnateur de Afrilam. Afrilam, c'est une ONG nationale congolaise. Ça signifie Afrique pour la lutte anti-mine. Alors l'ONG a été créée à Kisangani le 15 mars 2008. C'était créé par les anciens travailleurs des handicaps internationaux, particulièrement les démineurs, les sensibilisateurs, mais aussi les gens des services support. C'est après le désengagement des handicaps internationaux dans la ville de Kisangani que nous avons eu l'initiative de créer Afrilam, donc Afrique pour la lutte anti-mine. Nous sommes ici en RDC, nous travaillons dans la lutte anti-mine afin d'aider les populations pour qu'elles ne puissent pas tomber victimes des mines antipersonnelles. Merci, c'est compris. Vous êtes en RDC. Est-ce que vous êtes implanté dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo? Nous avons le mandat de travailler sur l'ensemble du territoire national, mais seulement on se focalise, on déploie nos équipes là où il y a les problèmes. Il y a la problématique des mines antipersonnelles, mines anti-chars, des restes explosifs de guerre. C'est là où nous déployons nos équipes pour travailler afin d'aider la population pour éviter les cas d'accidents par mine ou restes explosifs de guerre. Alors, vous avez des équipes dans les zones sous contrôle de la rébellion, parce qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo fait face à une rébellion. Est-ce que vos équipes y travaillent dans ces zones? Oui, merci journaliste, c'est une belle question, mais avant d'y arriver, je voulais d'abord préciser, comme vous avez dit à l'introduction, l'importance de la journée d'aujourd'hui. Très bien. Ok, comme vous avez dit, l'humanité, la communauté internationale célèbre le 4 avril de chaque année la journée internationale de la sensibilisation à l'assistance à la lutte anti-mine. C'est-à-dire, c'est une sensibilisation auprès des partenaires financiers, auprès des gouvernants, auprès des organisations régionales, internationales, même nationales, pour appuyer les activités de la lutte anti-mine de par le monde. Cette journée est célébrée sur l'ensemble de l'humanité, sur le plan international. Et pour l'année 2025, un thème particulier a été choisi. C'est quoi le thème? Comme vous avez dit, c'est la sensibilisation aux risques de mines et restes explosifs de guerre pour sauver la population vivant dans les zones de conflits armés. Comme vous savez, actuellement en RDC, nous vivons une situation de conflits armés. La partie est du pays vit sous la rébellion du M23, donc c'est un conflit armé. Et pendant la guerre, il y a des mines qui sont posées, mines antipersonnelles comme mines anti-chars, mais surtout les restes explosifs de guerre. Ce sont des munitions qui sont amenées dans les champs de bataille pour être utilisées, mais pour de plusieurs raisons, certaines de ces munitions n'explosent pas. Et du coup, ça reste dans les milliers de vies de la population. Après les affrontements armés, la population qui cherche à revenir dans son milieu de vie, cette population est confrontée à la présence de ces engins explosifs qui ne sont pas explosés pendant les affrontements armés. Et du coup, ces engins constituent un danger pour la population. Alors pour revenir précisément à votre question, actuellement une partie du pays est occupée par les groupes armés M23, particulièrement une partie de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et effectivement, déjà avant le déclenchement de ces conflits armés, il y avait des équipes d'Afrilam qui étaient déployées dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans la ville de Goma et dans la ville de Beni. Actuellement, l'équipe qui est à Goma est en stand-by. Cette équipe ne travaille pas parce que voilà, il y a encore des discussions entre OCHA et les autorités locales ainsi qu'Afrilam
pour voir dans quelle mesure aider la population confrontée à la dure réalité de la présence d'engins explosifs. Comme vous savez, la ville même de Goma, la ville de Bukavu, et non loin de chez nous ici à Walikale, il y a eu plusieurs affrontements et il y a la présence d'engins explosifs qui constituent une menace pour la population. Nous espérons que d'ici là, nous allons obtenir les autorisations nécessaires pour permettre aux équipes d'Afrilam de travailler et de nettoyer les espaces qui sont contaminés afin de faire en sorte que la population locale ne puisse pas être victime de mines antipersonnelles. Ça, c'est pour les équipes qui travaillent dans les zones sous contrôle du mouvement rebelle, mais on a également des équipes qui travaillent en dehors de ces zones-là. Nous avons une équipe qui est actuellement à Bunia, et cette équipe est censée travailler dans l'ensemble de la province de l'Ituri, mais on a également une équipe à Beni. Ce sont des équipes qui sont là en train de travailler pour essayer de débarrasser les milliers des engins explosifs afin que la population ne puisse pas tomber victime. Alors, quelles sont vos relations avec la population locale pour laquelle vous servez et également avec les autorités? Est-ce que vous êtes bien compris, vous êtes bien reçu? Comment se passe cette collaboration? Afrilam a une politique que nous appelons la politique d'acceptance. C'est-à-dire lorsqu'on se propose d'aller mener une activité dans telle province, tel territoire, nous faisons un effort pour déjà se faire accepter par la communauté locale. Qu'est-ce que nous faisons? Nous recrutons certaines personnes faisant partie de cette communauté pour qu'ils puissent travailler au sein de nos organisations. Bon, comme vous savez, la lutte antimine, c'est une activité technique. Pour des postes techniques, nous avons des personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont été formées pendant longtemps, mais pour d'autres activités de support, nous recrutons localement afin de faciliter l'accès et l'acceptance de notre organisation dans des communautés ou bien dans nos zones d'intervention. Ça concerne la population. Mais en ce qui concerne les autorités, c'est une obligation pour les équipes d'Aprilam. Lorsqu'elles se déploient sur le terrain, le tout premier objectif, c'est de rencontrer les autorités locales, échanger avec les autorités locales, présenter l'organisation et présenter l'objectif de la présence de l'équipe ou bien des équipes dans cette zone d'intervention. En dehors de cette présentation au préalable, on ne peut pas mener des activités. Il faut d'abord arriver auprès des autorités, présenter l'organisation, présenter les activités et solliciter également l'appui, la collaboration et l'accompagnement des autorités locales pour mener à bien les activités d'action contre les mines dans les différentes zones d'intervention. Alors concrètement sur le terrain, comment vous fonctionnez? Alors, il faut savoir que la lutte anti-mine est structurée en 5 piliers, comme on l'a dit. Il y a 5 piliers, c'est-à-dire les 5 domaines d'intervention de la lutte anti-mine. Nous avons les plaidoyers, c'est-à-dire c'est des actions menées auprès des États et des organisations régionales, internationales, pour essayer de les sensibiliser à ne plus produire les mines antipersonnelles. Il y a également les déminages humanitaires, c'est-à-dire les mines qui ont déjà été produites, déployés sur les terrains, utilisés, il faut voir dans quelle mesure les enlever et les détruire. Nous avons également le pilier de la destruction des stocks, c'est-à-dire des stocks de mines, des stocks de munitions qui, pour ne plus être utilisés, peuvent être détruites. Nous avons également l'assistance aux victimes, c'est-à-dire les mines qui ont été posées et qui ont fait des victimes. Ces victimes-là doivent être prises en charge. Et enfin, nous avons donc l'éducation au risque. Voici soit les 5 piliers de la lutte anti-mine. Et dans ces 5 piliers, Afrilam intervient dans 4 des 5 piliers. Nous intervenons dans l'assistance aux victimes, nous intervenons dans les déminages humanitaires, dans l'éducation au risque et dans la destruction. Ce sont là les 5 piliers de la lutte anti-mine et Afrilam, comme je l'ai dit, intervient dans 4 de ces 5 piliers de la lutte anti-mine. Oui, monsieur Lissenja, le déminage, c'est un travail à haut risque. Est-ce que vous formez les gens qui doivent aller déminer? Est-ce que vous avez le matériel nécessaire, approprié pour ce travail? Oui. Pour ne pas exposer la vie des gens. Ça, c'est ce qu'on appelle les fondamentaux. Donc, avant de s'engager dans la lutte anti-mine, il faut se préparer en conséquence. Et parmi les éléments préparatifs à faire, c'est d'abord la formation. Toute personne qui se propose de faire du déminage doit être formée au préalable. Il y a ce qu'on appelle la formation initiale, qui est minimum d'1 mois ou bien maximum de 2 mois. Toute personne qui se propose de faire des minages doit passer par cette formation. À l'issue de cette formation, la personne doit être évaluée parce que toutes les organisations de la lutte anti-mine, ou bien tous les opérateurs de la lutte anti-mine opérant en République démocratique du Congo, nous sommes coordonnés par
la structure que nous appelons les CCLAM. Les CCLAM, c'est le Centre congolais de la lutte antimine. C'est une structure étatique qui coordonne et qui accrédite les organisations qui sont capables de faire les opérations de déminage. Alors, toute organisation qui veut faire les opérations de déminage doit d'abord former ces gens, doit disposer des matériels nécessaires, des matériels techniques pour pouvoir mener à bien ces activités. Et avant d'aller commencer les activités, les équipes formées doivent être accréditées. C'est-à-dire, l'autorité nationale, qui est le CCLAM, doit déployer les inspecteurs sur le terrain pour évaluer la capacité technique et managériale de l'organisation, mais aussi des équipes qui veulent aller travailler. Et lorsque les inspecteurs jugent ces équipes-là capables de mener tel type d'activité dans la lutte antimine, c'est seulement après que ces équipes-là peuvent être accréditées. Et après l'accréditation, on peut leur donner ce qu'on appelle l'ordre des tâches afin de se déployer sur le terrain et mener les activités de la lutte antimine. Nous avons tous les matériels nécessaires. Nous avons les détecteurs, qui sont des détecteurs de métaux. Ce ne sont pas des détecteurs de mines, puisque les détecteurs de mines n'existaient pas. On utilise les détecteurs de métaux parce que dans chaque mine ou bien dans chaque engin explosif, il y a toujours une pièce métallique. Et les détecteurs peuvent donc détecter cette pièce-là et on va savoir que non, dans cet endroit, il y a quelque chose. Maintenant, il appartient à un des mineurs de faire ce que nous appelons l'excavation pour aller découvrir de quoi il s'agit. C'est une mine ou bien un engin explosif, il informe son chef d'équipe qui va venir pour confirmer. C'est comme ça que nous travaillons sur le terrain. Et pour mener ces activités, toute personne doit être assurée. Nous travaillons avec l'assurance Raosur, qui travaille avec un partenaire international qui est Bridge Insurance, de telle enseigne que si jamais il y a un cas d'accident pendant la mise en œuvre de nos activités de minage, que la personne puisse être prise en charge efficacement et au final, à cas d'invalidité, que la personne puisse être indemnisée. Voilà de quelle manière nous travaillons. Ça, c'est pour les opérations de déminage. Mais en dehors des opérations de déminage, nous faisons également des enquêtes non techniques. C'est-à-dire aller auprès des communautés, enquêter sur l'existence ou pas, la présence ou non d'engins explosifs dans leur milieu de vie. Et lorsque ces enquêtes-là donnent des résultats positifs, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des mines ou des restes explosifs de guerre dans la communauté, ces zones-là sont marquées de telle enseigne que l'organisation puisse mobiliser les financements afin de venir faire du déminage. Alors avant de faire le déminage, on fait la sensibilisation. Dans les zones qui sont marquées, on doit sensibiliser la population pour leur dire de faire attention, de ne pas fréquenter cette zone-là, puisque dans ces zones-là, il y a des objets dangereux qui peuvent causer des accidents et faire des victimes. Donc aussi longtemps que la zone est marquée, pas encore déminée, nous, les opérateurs de la lutte antimine, on continue à faire de la sensibilisation, attirer l'attention de la population, de ne pas fréquenter ces zones et de ne pas être victime, jusqu'à ce que des fonds nécessaires soient mobilisés afin de nettoyer ces zones-là. C'est pour cela que la sensibilisation à l'assistance à la lutte antimine est très très importante pour sensibiliser en fait le partenaire financier, les gouvernants, afin qu'ils puissent disponibiliser les fonds nécessaires permettant aux opérateurs d'action contre les mines de se déployer sur le terrain et de nettoyer les zones qui sont contaminées et restituer ces zones-là en utilisation communautaire. Oui, est-ce que la collaboration avec la population, parce que vous dites que la population collabore avec vous pour affirmer ou infirmer la présence des mines, est-ce que cette collaboration elle est gratuite ou bien la population vous demande de lui donner quelque chose? Oui, fait que nous avons eu beaucoup de difficultés quand nous avions commencé la lutte antimine ici en RDC, puisque comme je l'ai dit, on était d'abord chez Handicap International, c'est là où moi personnellement et les autres collègues aujourd'hui d'Afrilam, nous avions été formés. Et lorsqu'on s'est déplacé sur le terrain pour essayer d'enquêter auprès de la communauté, on recevait ces gens de retour. Comme quoi, non, voilà, vous êtes des agents, vous êtes ici sur le terrain, vous êtes payés, et moi je peux vous accompagner, vous donner des informations, qu'est-ce que je gagne en échange? Cette question nous revenait de temps en temps et il suffit de savoir comment répondre à cette question. Donc il n'est pas question pour les acteurs de la lutte antimine de monnayer les informations, parce que cela risque d'apporter les dangers pour la communauté. Lorsqu'on commence à acheter les informations pour que les gens puissent nous indiquer les endroits qui sont contaminés, ça crée quelque chose comme une concurrence ou bien une course vers les engins explosifs. Alors que
dans notre message de sensibilisation, nous demandons à la population d'éviter les zones dangereuses. Une fois que vous voyez une zone dangereuse, il faut signaler à la communauté ou au chef du village qui lui peut transmettre l'information acquis des droits pour que la zone puisse être marquée et ensuite déminée. Mais si tu commences à donner l'argent, qu'est-ce qui va se créer dans la communauté? Les gens vont dire non, non, voilà, Afrilam est venu, nous a donné l'argent. Ah, moi j'avais vu un engin quelque part pour éviter que quelqu'un d'autre puisse trouver cet engin et informer Afrilam et avoir de l'argent. La personne peut se permettre, nous avons connu des cas, de déplacer la munition. Tu vois les risques que la personne prend, puisqu'il sait qu'il déplace la munition pour aller la cacher dans un endroit sans aucune précaution, pour aller la cacher dans un endroit où il sera sûr, il sera seul à connaître l'endroit. De telle enseigne que quand les équipes d'Afrilam vont venir, ils disent non, non, moi je connais où se trouve la zone. Et là, il peut vous amener pour vous montrer que non, non, voilà la munition, donnez-moi l'argent. Donc nous, dans notre stratégie, pas seulement à Afrilam, tous les acteurs de la lutte anti-mine, il est interdit d'acheter les informations par rapport à la présence des mines ou autres restes explosifs de guerre, parce que c'est une façon d'exposer la population à prendre les risques et à être victime d'accidents. Okay. Alors, vous avez parlé que dans la République démocratique du Congo, vous n'êtes pas seul dans la lutte anti-mine, il y a plusieurs structures. Je voudrais savoir comment vous collaborez, ces structures qui sont sur place et vous travaillez sur la lutte anti-mine. Vous échangez d'informations, qu'est-ce qui se passe? Oui, comme j'avais dit, nous avons l'autorité nationale de la lutte anti-mine en RDC, qui est le CCLAM, le Centre congolais de la lutte anti-mine. C'est cette structure-là qui coordonne toutes les activités de la lutte anti-mine sur le plan national. Et comme il y a eu des organisations internationales qui sont venues ici pour faire du déminage, et à la suite, il y a eu la création des organisations nationales. Ces organisations vous ont transféré les connaissances que vous pérennisez aujourd'hui. Effectivement, il y a eu ce qu'on appelle les capacités building en anglais, donc en français on dit le transfert de compétences, le renforcement des capacités. Les personnes qui ont travaillé dans ces organisations, il y a eu Handicap International, il y a eu MAG, il y a eu MECEM, il y a eu TDI, il y a eu DCA, il y a eu NPA, sont là les organisations internationales qui ont eu à opérer ici en RDC dans le passé. Et aujourd'hui, il nous reste seulement des organisations internationales. Nous avons DCA et nous avons TDI. Ce sont ces organisations qui sont là, qui sont basées à l'est du pays, qui continuent la lutte anti-mine. Dans ce transfert de compétences, les Congolais ont pu créer des organisations nationales. Il y a Afrilam, il y a SILAM, il y a Siopadi, il y a NEDEX, donc il y a beaucoup d'organisations qui sont aujourd'hui, qui travaillent. Et parmi ces organisations, parce que dans la lutte anti-mine, il y a ce qu'on appelle les activités techniques et les activités non techniques. Parmi les activités non techniques, nous avons par exemple la sensibilisation, l'assistance aux victimes et les enquêtes non techniques, c'est-à-dire aller enquêter auprès de communautés pour savoir où se trouvent les zones dangereuses. La plupart d'organisations nationales, ils évoluent dans les activités non techniques. Mais les activités techniques, c'est-à-dire le déminage, la destruction, la dépollution, il y a des organisations internationales qui sont compétentes dans ce domaine-là, mais il y a également quelques organisations nationales qui sont aujourd'hui compétentes pour mener les activités techniques. Il y a Afrilam, il y a SILAM et il y a Siopadi. Ce sont les organisations. Et dans le passé, il y a eu plusieurs organisations internationales et nationales qui ont travaillé en synergie, en partenariat, effectivement pour le renforcement de capacités et le transfert des compétences. Afrilam en particulier a eu à travailler à plusieurs reprises avec Handicap International. Ici, il y a eu des projets communs qui ont été élaborés et mis en œuvre par les deux organisations. Et dans cette optique, l'organisation nationale, c'est une organisation qui met en œuvre les activités et l'organisation internationale vient en appui technique, en soutien et en renforcement des capacités managériales. Et il y a également DCA qui a travaillé avec l'ONG ADIC. Et donc on transfère les activités non techniques à une organisation nationale et l'organisation internationale s'occupe des activités techniques. Il y a eu plusieurs collaborations. On n'est pas là pour se bousculer, se combattre, je m'excuse, mais on est plutôt là pour collaborer parce que nous avons un seul objectif, débarrasser la RDC de la problématique des mines antipersonnelles, mines anti-chars, mais aussi des restes explosifs de guerre et permettre à la population de vivre en toute sécurité dans son milieu de vie. Oui, vous dites que vous assistez la population victime de mines ou de restes non explosifs. Expliquez-nous un peu comment cette assistance-là vous la faites auprès des populations.
L'assistance aux victimes, c'est une activité à part, ou bien c'est un des secteurs, ou bien un des piliers de la lutte anti-mine. Oui. Je dois avouer qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de fonds disponibles pour les activités d'assistance aux victimes. Je reconnais que par le passé, Handicap International y a assisté les victimes, et Afrilam en son temps, vers 2012, 2013, 2014, 2015, nous avons également y à assister les victimes des mines antipersonnelles et des restes explosifs de guerre ici en RDC, particulièrement ici dans la ville de Kisangani. Alors, à quoi consiste cette assistance? Puisque c'est ça, en fait, le fond de votre question. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs domaines d'activité dans l'assistance aux victimes. Il y a ce qu'on appelle la prise en charge médicale. Oui. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est tombé victime, il faut l'amener à l'hôpital. Il faut d'abord soigner la personne. Ça, c'est la prise en charge médicale. C'est une manière d'assister la victime. Il y a également ce qu'on appelle la réinsertion physique. C'est-à-dire, après les soins médicaux, si par exemple la personne a perdu une jambe, un bras, ainsi de suite, il faut essayer d'améliorer la mobilité de la personne. C'est-à-dire, là, on passe par la fabrication de prothèses. Donc, ce ne sont pas les organisations de la lutte anti-mine qui fabriquent les prothèses, mais l'organisation de la lutte anti-mine réfère les victimes auprès des structures qui sont habilitées à fabriquer des prothèses et à mettre à la disposition des victimes. Ici à Kisangani, nous avons par exemple les centres Simama qui assistent les victimes. Donc, nous, les opérateurs, puisque nous connaissons ces victimes-là, on peut les référer, on peut les transférer auprès des centres Simama pour que ces personnes-là puissent bénéficier des prothèses. On a également à travailler en partenariat avec les CICR, quand le CICR avait son bureau à Kisangani. On a donc référé les victimes auprès des CICR et CICR a pris ces victimes-là en charge pour les amener soit à Goma, soit à Bukavu, où il y a des structures habilitées à faire des prothèses et ces gens-là ont reçu des prothèses et ils ont amélioré leur mobilité. Il y a également ce qu'on appelle la réinsertion socio-économique. C'est-à-dire quand quelqu'un tombe victime, si c'est un père de famille, c'est toute la famille qui est déstabilisée. Tout à fait. Si c'est le père qui pourvoyait aux besoins de la famille, une fois le papa est victime, donc voilà, tu vois, c'est toute la famille qui est pénalisée. Alors il faut essayer d'assister, d'aider cette personne à reprendre certaines activités socio-économiques, lui permettant de se prendre dorénavant en charge. Afrilam a mené ces activités à Kisangani et à Lubutu en 2012 et 2013, où nous avons mis en place des AGR, des activités génératrices de revenus. Chaque victime a choisi quel type d'activité elle se sent capable de faire. Et dans cette optique-là, on a mis soit des boutiques, soit des fonctionnements de moulins, soit de l'élevage, et ainsi de suite. Et ces activités-là ont beaucoup aidé ces gens-là à résoudre un peu les problèmes financiers dont ils étaient victimes. Il y a également ce qu'on appelle le rejet social. Tu vois, les victimes qui sont devenues handicapées font souvent, ou bien sont victimes de rejet. Ils deviennent un poids pour la communauté. Pour la famille et pour la communauté. Et avec les activités de réinsertion socio-économique, ça peut aider ces victimes-là à s'auto-prendre en charge et à retrouver un peu de la valeur dans la communauté. C'est un peu de cette manière-là que nous Vous n'avez pas une assistance psychologique pour quelqu'un qui a perdu son membre. Il est des fois difficile qu'il accepte, mais est-ce que vous n'avez pas ce type d'assistance? Oui, il y a ce type d'assistance, mais nous ne faisons pas ça. Comme j'ai dit, ce ne sont pas les opérateurs. Les opérateurs travaillent en collaboration avec d'autres structures. Comme ici à Kisangani, il y a eu le professeur Kalala, paix à son âme, à qui on référait un certain nombre de victimes pour une prise en charge psychologique. Parce qu'il faut que la personne accepte sa situation nouvelle et fasse sa vie avec. Parce que ça, c'est le tout premier élément. Parce que si la personne ne s'accepte pas, c'est difficile pour qu'il puisse. Il peut donc créer un mur, une barrière et refuser toute forme d'assistance. Il faut d'abord résoudre ces problèmes par une assistance psychologique pour permettre à la personne de se remettre en ordre de marche et pouvoir bénéficier d'autres formes d'assistance. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de la différence qui existe entre les mines anti-personnes, mines anti-chars et le reste non explosé? Alors, ok, c'est une bonne question. Rapidement, je vais essayer, parce qu'il y a souvent beaucoup de confusion dans ce domaine-là. Il y a ce qu'on appelle des mines et il y a ce qu'on appelle le reste explosif de guerre. Les mines, en fait, ce sont des pièges qui sont posés
pour atteindre la victime. Donc la mine ne se déplace pas. Une fois posée, c'est la personne en passant, c'est un animal en passant qui peut aller vers la mine et lorsqu'il passe dessus, la mine fonctionne. Il y a deux types de mines. Il y a les mines antipersonnelles et les mines anti-char. Les mines antipersonnelles sont des mines qui sont posées pour attaquer ou bien pour faire des victimes parmi les personnes physiques. Et le poids d'activation dépend du poids d'une personne. Et malheureusement, la mine antipersonnelle ne choisit pas sa victime. Donc toute personne peut être victime de la mine antipersonnelle, enfants, jeunes et vieux, même des animaux. Le poids d'activation varie entre 5 à 10 kg. Il suffit qu'une personne de 5 à 10 kg passe, un animal de 5 à 10 kg passe sous la mine explose. Ça, c'est la mine antipersonnelle. La mine anti-char, elle, au moins, choisit sa victime. Il faut un véhicule ou bien un char de combat pour que la mine fonctionne. C'est-à-dire le poids d'activation exigé, souvent ça commence entre 250 au-delà. Si bien qu'une personne humaine ne peut pas activer une mine anti-char. Il faut un poids supérieur à 250 kg pour faire activer la mine anti-char. Ça sont des mines qui sont des munitions d'attente, comme on l'appelle techniquement, et posées pour attendre sa victime. En dehors de cela, nous avons les restes explosifs de guerre. Alors, les restes explosifs de guerre, ce sont des munitions, ce qu'on appelle des munitions d'attaque. Ce sont des munitions que les militaires utilisent pendant la guerre. Ce sont les roquettes, les grenades, les obus de mortier, les obus d'artillerie. Donc, ces munitions sortent du dépôt, ils sont amenées sous les champs de bataille pour être utilisées, pour combattre l'ennemi. Lorsque ces munitions sont tirées, c'est pour être explosées. Mais pour plusieurs raisons, certaines de ces munitions n'explosent pas. Et du coup, après la guerre, lorsque la population revient dans son milieu de vie, la population est confrontée à ces munitions et ça constitue un danger pour elle, puisque lorsque la munition est tirée, elle est armée et peut-être il restait juste un petit processus pour que la munition explose. Et si quelqu'un ramasse la munition, joue avec, le processus atteint la phase finale et la munition explose. C'est ce qui constitue vraiment un danger pour la communauté après la guerre. Alors, votre travail nécessite un peu de moyens. Est-ce que vous avez des sources de financement pour vous aider à mener à bien votre travail sur le terrain? Oui, effectivement, pour mener ce genre d'activité, il faut nécessairement des moyens. Il faut le moyen humain d'abord. Oui, que vous en avez déjà. Oui, on en a déjà parce qu'il y a des gens qui ont été formés déjà bien avant et Handicap Afrilam a continué cette formation. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et il y a également les moyens financiers. Parce qu'il faut des moyens, il faut le matériel roulant, il faut les détecteurs, il faut les détonateurs. Donc il y a plusieurs équipements qui nécessitent de l'argent pour les acheter. Et ici dans notre pays, le gouvernement investit de moins en moins dans la lutte anti-mine à l'intérieur du pays. Du coup, on se rabat auprès des partenaires étrangers. Donc nous, à Freelam, pour le moment, on a deux partenaires financiers avec qui nous travaillons. C'est d'abord la fondation Monde Sans Mine, qui est une fondation suisse de déminage, qui est basée donc en Suisse. Et c'est depuis 2012 que nous travaillons avec ces partenaires financiers et ils nous financent chaque année, et ce qui nous permet d'être toujours actifs et d'aider la population. En dehors de ça, nous avons également UNOPS, avec qui nous travaillons depuis 2019. Et chaque fois, on a le financement de UNOPS qui nous aide à avoir les fonds et à déployer les équipes sur le terrain pour travailler. Voici les deux partenaires financiers avec qui nous travaillons actuellement. Mais par le passé, nous avons eu aussi d'autres barrières financières. Par exemple, Handicap International nous a financé à plusieurs reprises. Donc voilà. Pour faire cette activité, il faut vraiment avoir les moyens puisque ça nécessite beaucoup. Par exemple, comme j'avais dit, tous nos démineurs, pour aller sur le terrain, doivent être assurés. Et nous avons un partenaire, nous avons Raoussi qui travaille avec un partenaire étranger et ça coûte cher l'assurance. Et on doit le faire tous les mois. Donc ça demande de l'argent. C'est ici le lieu pour moi de remercier nos partenaires financiers, la Fondation Monde Sans Mine, mais aussi que UNOPS qui nous aide à avoir des équipes toujours opérationnelles et ces équipes partent dans des zones à problème pour aider la population à se débarrasser de ces engins explosifs et à éviter les risques d'accident. En 1 minute 30, parce que nous sommes à la fin de l'émission, quel conseil pouvez-vous donner à la population qui nous suit? Alors, le conseil d'aujourd'hui, ça va être effectivement lié au thème qui a été choisi pour cette année dans la célébration de la journée internationale de la sensibilisation à l'assistance à la lutte anti-mine. Donc, le thème qui a été choisi, c'est la sensibilisation au risque. Vous voyez, la sensibilisation au risque, c'est-à-dire sensibiliser la population à faire attention. Donc,
le message que je vais lancer à la population de toute la RDC et particulièrement la population qui vit dans des zones de combat à l'est du pays, c'est de faire attention. Lorsqu'on voit un engin explosif, même ici chez nous, hein? Même si chez nous, Ouais. Lorsqu'on voit un engin explosif, ne pas toucher, ne pas s'approcher. Il faut reculer et aller informer le chef du village et qui lui pourra informer les autorités, soit policières, militaires, et l'information arrivera à Frilam pour qu'on aille intervenir. Donc, particulièrement les enfants qui ont tendance à vouloir toucher tout objet, à vouloir manipuler tout cela, je demande à nos enfants, je demande à toute personne, lorsqu'elle se trouve en présence d'un engin explosif, de ne pas toucher, de ne pas jouer avec, de ne pas manipuler. Okay? Si c'est une personne adulte, il peut poser un marquage de circonstances et ensuite aller informer. Parce que la pose de marquage, c'est très important, c'est pour indiquer aux autres qu'attention, ici il y a un danger. Parce que si tu vois un engin explosif, tu ne marques pas, toi une personne adulte, donc tu exposes les autres. Toi tu te sauves, quelqu'un d'autre qui viendra passer ne fera pas attention et il va rencontrer. Voilà. Mais les enfants, ils ne doivent pas poser le marquage, ils doivent directement aller informer une personne adulte qui elle viendra appeler scellé numéro 22/A. Donc c'est là où nous avons notre siège. Mais c'est important pour moi de préciser, Afrilam n'a pas d'activité ici dans la ville de Kisangani. Afrilam n'a pas d'activité ici dans la ville de Kisangani. Nous avons notre bureau d'opération à Goma parce que actuellement on mène des activités dans la partie est du pays. Vous allez vous demander pourquoi la partie est du pays, parce que c'est là où il y a la problématique. C'est là où il y a beaucoup de cas d'affrontements armés entre l'armée congolaise et les différents groupes armés. Et c'est là où il y a plusieurs restes explosifs de guerre qui restent dans le milieu de vie et qui nécessitent leur enlèvement et leur destruction. Donc au jour d'aujourd'hui, ici à Kisangani, Afrilam a son siège, mais n'a pas d'activité sur le terrain. Mais toutes les activités sont à l'est du pays. On a une équipe à Goma, on a une équipe à Beni et on a une équipe à Bunia pour le moment. Et on devrait déjà déployer une équipe à Bukavu avec le fonds de Montsamine, mais à cause de ce qui se passe, ce que nous connaissons nous tous, il nous est difficile de déployer une équipe à Bukavu. Et du coup, pour le moment, on est en discussion avec le bailleur pour peut-être délocaliser ces projets. Ça devrait aller à Bukavu et travailler dans les différents territoires de Bukavu, mais avec les événements actuels, il est difficile pour Afrilam de déployer une équipe à Bukavu. Du coup, l'équipe est en stand-by et on est en discussion avec le bailleur pour voir si ce sera possible de délocaliser les projets, ce qui n'est pas une bonne chose pour la population de Bukavu qui vit à côté des engins explosifs. Alors, comment peut-on vous saisir ici à Kisangani? Alors, je peux mettre à votre disposition nos coordonnées, comme je vous ai donné l'adresse physique. Oui. Moi-même, je suis là, je suis le coordonnateur. On a notre PCA, le président du conseil d'administration, nous sommes ici. Et on a un petit bureau, un bureau d'études pour réfléchir comment mobiliser les fonds. Mais les opérations, comme j'ai dit, se trouvent dans la partie est du pays. Voilà. Je vais mettre à votre disposition les différents contacts de moi-même, de notre PCA. Et à tout moment, vous pouvez nous localiser et nous contacter s'il y a un besoin. Oui, numéro de téléphone? Alors, mon numéro de téléphone, c'est 082 19 88 670. Je répète, 082 19 88 670. Ça, c'est le numéro Vodacom. J'ai également le numéro Orange, c'est le 085 44 82 014. Je répète, 085 44 82 014. Ce sont ces deux numéros sur lesquels vous pouvez facilement m'atteindre. Les deux numéros ont également WhatsApp. Vous pouvez m'appeler en direct ou bien vous pouvez m'appeler sur WhatsApp. Vous pouvez laisser un message. Je suis là disponible. Je peux toujours répondre à vos préoccupations. Monsieur le coordonnateur d'Afrilam, Lysenja Tabin, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous disons sincèrement merci. Nos portes sont largement ouvertes pour vous. Dès qu'il y a quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter pour des échanges et pour édifier notre population sur le risque de mines. Effectivement, donc moi également je suis content, c'est à moi de vous remercier de votre disponibilité pour l'organisation de cette émission afin de sensibiliser la population. Donc je suis toujours ouverte, les portes des bureaux d'Afrilam sont ouvertes. En cas de problème, si vous avez des signalements sur la présence d'engins explosifs, si vous avez été contacté par la population, n'hésitez pas, contactez-nous, on viendra et on fera nécessaire en dépit du fait que actuellement, on n'a pas des équipes ici, mais nous, on est là, les gens qui travaillent au siège, on est des techniciens, on saura ce qu'il faut faire. Merci. Merci beaucoup.